Si tu t'es déjà intéressé à l'entraînement en course à pied ou en trail, de près ou de loin, tu as certainement entendu au moins une fois le terme de VMA, la vitesse maximale aérobie, du seuil 1 ou du seuil 2. J'en ai abordé succinctement les principes dans quelques vidéos, notamment celle où je parle de l'utilité ou non de la VMA en trail running. Après tout, nous retrouvons ces termes quasiment dans tous les plans d'entraînement de course à pied, mais il est intéressant de se demander d'où proviennent-ils et pourquoi toutes les séances sont basées dessus. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de seuil et de VMA. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On jette à la poubelle ou on garde? La VMA veut littéralement dire vitesse maximale aérobie. Elle a été inventée par Jack Daniels dans les années 80. Sa définition la plus connue, c'est qu'elle est la vitesse à laquelle nous atteignons notre volume maximal de consommation d'oxygène et nous pouvons la mesurer entre autres au cours d'un test incrémental d'allure constante. Et à ce moment-là, la dette d'oxygène, elle est telle que le maintien limite à une telle vitesse peut varier de 4 à 10 minutes pour des sujets bien entraînés. On a donc là une définition très succincte de ce qu'est la VMA, mais comment est-ce qu'elle est apparue sur la toile et pourquoi est-ce qu'elle est une valeur de référence dans les entraînements? Comme je l'ai expliqué précédemment, la VMA est étroitement liée au volume d'oxygène maximal qu'il est possible de capter par notre organisme. Ce volume maximal est ce que l'on appelle plus communément le VO2 max, un concept développé par Hill en 1927. De nombreuses recherches ont été menées par la suite pour approfondir ce thème et puis au final, la VMA ou la vitesse VO2 max, VVO2 max, le thème que l'on retrouve en laboratoire, a été formalisée parce qu'elle était un indice de la performance en course peu coûteux et facile à mettre en œuvre comparé à la mesure du VO2 max qui elle était un peu plus compliquée. De là sont nés divers protocoles afin de déterminer cette valeur dans les meilleures conditions. Le Cooper, le demi-Cooper, le lug léger, le VAMEVAL, etc. Des tests incrémentaux réalisés sur terrain ou sur tapis roulant, mais il semblerait que le plus utilisé de nos jours soit le VAMEVAL et ses dérivés, qui consiste à augmenter les allures de 0,5 à 1 km/h, voire au-delà, en fonction de la distance parcourue ou du temps écoulé entre chaque palier. Le thème de seuil dont nous entendons le plus souvent parler, c'est en fait lorsque le besoin énergétique s'intensifie et que l'apport en oxygène devient déficitaire. À partir de ce moment, les lactates résultant de la destruction des molécules de glucose ou de glycogène, ce processus que l'on appelle glycolyse, s'accumule donc dans la cellule et ceci conduit à un processus chimique qui acidifie progressivement le milieu cellulaire. On peut rapidement se perdre lorsqu'on entend parler de ce seuil pour la première fois parce que les noms ils peuvent varier d'une étude ou d'un bouquin à l'autre. Et tout d'abord, c'est important de savoir que dans la majeure partie des ouvrages concernant l'entraînement, on en distingue deux. Il y a tout d'abord le seuil lactique, déterminé par la mesure du lactate dans le sang. Et puis, il y a le seuil ventilatoire qui, lui, est déterminé par l'analyse des échanges gazeux. La notion de seuil ventilatoire a été à la base exploitée pour diagnostiquer des pathologies cardio-respiratoires et a intégré par la suite le milieu du sport parce que très proche des seuils lactiques. Le protocole était moins invasif, sans prélèvement de sang, mais plus coûteux par rapport au matériel nécessaire pour mesurer les échanges gazeux. Qu'ils soient ventilatoires ou lactiques, deux bouleversements physiologiques ont été observés lors de tests classiques incrémentaux de type VAMEVAL, c'est-à-dire que comme je l'ai mentionné précédemment, la vitesse augmente progressivement par palier, soit en fonction du temps écoulé, soit en fonction de la distance parcourue. Le premier a été mis en évidence en 1973 par Wasserman et son équipe, où il démontre que pendant ce test, la fréquence cardiaque et le débit ventilatoire augmentent linéairement jusqu'à une première cassure. En effet, comme le besoin énergétique augmente en même temps que l'intensité de l'effort, il y a une dégradation des molécules de glucose, la glycolyse, qui est plus importante et pour limiter une accumulation des lactates dans le milieu cellulaire, le débit ventilatoire s'intensifie légèrement pour les recycler et il a été observé que cet état pouvait se stabiliser après quelques minutes. Il s'agit donc ici du seuil 1 ou seuil ventilatoire 1, le SV1 ou le seuil lactique 1, le SL1. Pour donner une valeur repère par rapport au trail running, c'est majoritairement à ce seuil ou en dessous de celui-ci que se court un ultra et que l'on effectue un footing de récupération. Le deuxième bouleversement physiologique survient lorsque la dette en oxygène devient trop importante et que l'hyperventilation ne va plus suffire à contrôler l'augmentation du lactate. La cause,
la glycolyse anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, qui apporte à elle seule le surplus d'énergie nécessaire à l'accélération de la vitesse en course. À partir de ce seuil, l'accumulation de lactate devient exponentielle, tel que l'effort peut être maintenu entre 45 minutes et 1 heure pour des sujets bien entraînés. Les auteurs ayant travaillé sur ce thème de seuil ont conclu que travailler entre 65% et 90% de VO2 max reculerait l'apparition du métabolisme anaérobie, c'est-à-dire le seuil ventilatoire 2, le SV2, ou le seuil lactique 2, le SL2, en les décalant vers la VMA. Par conséquent, cela rendrait les sujets plus endurants et rapides en repoussant l'apparition massive des lactates. Maintenant que nous avons défini ensemble ces notions très importantes et récurrentes dans le domaine de l'entraînement en sport d'endurance, réfléchissons ensemble sur les limites qu'elles peuvent présenter. L'une des premières limites de ces valeurs va résider dans le fait qu'il existe divers protocoles pour les mesurer et selon que l'on choisisse l'un ou bien l'autre, il est probable que les résultats ne soient pas forcément identiques. Même si le test le plus utilisé reste celui du VAMEVAL et ses dérivés, il existe une différence significative entre un test de terrain et un test sur tapis de course. Même en y appliquant une pente entre 1 à 3%, il n'est pas vraiment possible de recréer les conditions aérodynamiques sur tapis roulant puisque nous faisons du surplace et de plus, la bande roulante sous nos pieds sollicite beaucoup moins la chaîne musculaire postérieure nous aidant à la propulsion. Par conséquent, les résultats sont plus souvent surestimés sur tapis de course que sur le terrain. La seconde limite concerne plus particulièrement le seuil et sa mesure. Comme nous l'avons vu précédemment, on peut le mesurer soit grâce au seuil ventilatoire avec les échanges gazeux, et ceci va donc nécessiter des outils ultra précis et bien étalonnés, ou soit par prélèvement sanguin pour mesurer les lactates sanguins, qui est une méthode assez contraignante si elle doit se faire pendant l'effort. Afin d'obtenir le résultat le plus précis possible, il faut aussi bien évidemment avoir une équipe compétente autour de soi, et de plus, il est souvent rapporté que le seuil 2 se caractérise lorsque la quantité de lactate atteint les 4 mmol par litre. Or, il s'avère qu'après l'analyse de nombreux sujets, dont des marathoniens élites, certains atteignent leur seuil 2 avec une quantité de lactate de 10 mmol par litre. À ce stade, on peut déjà réaliser à quel point il n'est pas vraiment évident de définir précisément ces seuils, même pour des professionnels. Mais pour suivre des entraînements en fonction des seuils, un amateur récréatif ou confirmé n'ayant pas tous ces moyens de laboratoire à portée de main, évidemment, se doit de posséder au moins une méthode d'évaluation afin de les déterminer. Et c'est en fonction du pourcentage de la fréquence cardiaque maximale ou de la VMA qu'il nous est possible de le faire. Mais, parce que j'aime bien dire mais, j'aime bien les mais moi. Quand on sait que la VMA peut éventuellement être mal évaluée en fonction du protocole et que la fréquence cardiaque présente aussi des limites liées à des fluctuations que l'on peut rencontrer par rapport à divers facteurs comme celui de la fatigue par exemple, on ne peut rester que perplexe quant à l'exactitude des seuils qu'on va établir. De plus, encore une limite vient se greffer à tout ça, parce que s'entraîner va certainement modifier l'apparition du seuil 2 en le décalant vers la VMA. Donc, on peut vite se perdre dans tous ces calculs et ces données qui restent approximatives. Mais, comme je le disais précédemment, je suis bien conscient qu'il faille se fixer des repères pour suivre son entraînement calibré sur des seuils. Auparavant, je m'aidais exclusivement de la VMA lorsque j'effectuais des séances sur piste et de la fréquence cardiaque maximale, ou plutôt de réserve, pour les séances en trail présentant du dénivelé. Mais ça, c'était avant. Et oui, aujourd'hui, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'ai étudié et puis j'ai adopté l'entraînement à la sensation que propose BIA Training. Bien qu'habituellement, je possède un tempérament de geek, que j'aime bien les datas, les stats pour les analyser, au final, je me noyais dans cette montagne d'informations approximatives et je passais plus de temps à tester, à réajuster, à comparer, etc. Ma plus grande satisfaction finalement en 2021 a été de me reconnecter à mon cerveau, à mes propres sensations, sans avoir à regarder ma montre toutes les 10 secondes pour savoir si je respectais une allure précise ou une plage de fréquence cardiaque. Mon meilleur outil pendant la séance, ça reste bel et bien mon cerveau. Alors oui, je sais, ça va demander un petit peu de temps et de travail pour se le réapproprier, mais le résultat reste un des meilleurs que j'ai pu expérimenter avec mon humble approche d'amateur de coureur à pied. Comme tu as pu le constater, VMA et seuil ne sont pas des données si faciles que cela à déterminer d'une part et à suivre d'autre part. Comme le dit Véronique Bia, ces thèmes sont au final que des artefacts de protocole de laboratoire qui tendent à nous faire oublier l'exploitation du meilleur outil que nous avons en notre possession, notre cerveau. Je conçois néanmoins que la VMA ou bien les seuils ont donné et donnent toujours des résultats au niveau de l'entraînement. Je tiens juste à rappeler pour conclure qu'il faut absolument contrôler le volume dans les hautes intensités que sont VMA
et ce de sans quoi les problèmes ne sont jamais très loin. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide à me référencer dans YouTube. Si tu as une quelconque question sur ces thèmes-là qui sont assez importants dans l'entraînement, je t'invite à poser toutes ces questions dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'en discuter avec toi. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram où je poste pas mal de contenu, notamment mes sorties en ski de rando ou plutôt en splitboard, c'est pas pareil. Tu peux me suivre aussi sur YouTube, t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochains posts vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!